Dans la forêt, il y a les ombres. Il y a les ombres et les bruits. Parfois, les ombres bougent sans bruit. Parfois, les bruits sont ceux des ombres. Dans la forêt, il y a la vie. Il y a la vie, et puis son ombre. Ombre de mort, ombre de vie. Il y a les ombres, il y a les bruits. Mais quand les ombres se multiplient et que les bruits semblent les suivre, l'incertitude prend le dessus et la raison n'a plus sa place. Quelle est la cause de cette ombre? Quelle est l'origine du bruit? Si la forêt est par essence le lieu d'une multitude de vies, alors elle est par quintessence le lieu d'une multitude de morts. Quel est ce bruit? Quelle est cette ombre? Le bruit d'une vie, l'ombre d'une mort? Le bruit des âmes de ces arbres, ces âmes que l'on nomme triades, qui savent tout de ces humains, de leur village, de leur bourgade, qui les épient, qui les observent, qui les écoutent et sondent leur cœur, qui les épient, qui les surveillent et qui connaissent toutes leurs peurs. Ou est-ce le dieu Cernunnos qui surveille son territoire? Maître du cycle de la mort, maître du cycle de la vie, celui qui fournit à la graine son énergie et son esprit, celui qui régit son destin, son existence et son histoire. Et si ces ombres étaient humaines, écho de tous ces disparus qui un jour, au détour d'un sentier, furent avalés par la forêt, puis rejetés après un temps dépourvu de notions de bien, dépourvu de notions de mal, dépourvu de compassion, et moins humain que monstrueux. Quel est ce bruit? Quelle est cette ombre? Ombre de mort? Ombre de vie? Alors les ombres se multiplient et s'associent à chaque bruit. Les 5 sens se mettent en alerte, mais le 6e les parasite. Ainsi, l'oreille se met à voir et l'œil se met à entendre. Une réalité s'efface, un autre réel prend sa place. C'est alors que, dans cet espace que la raison a déserté, prennent place les sensations, doute, peur et fébrilité. L'impression d'être regardé, vu, scruté, surveillé, capturé, emprisonné par autant de regards invisibles. Les 5 sens se mettent en alerte, mais le 6e les parasite. Les tempes battent la charade, la sueur inonde le dos. Les jambes veulent prendre la fuite, mais ne peuvent se décider quant à la direction à prendre. Et les ombres se multiplient, et les bruits gagnent du terrain. Quels sont ces bruits? Ombre de quoi? Quels sont ces bruits? Ombre de qui? Et alors surgit la réponse. Elle est soudaine et fulgurante. Elle apparaît comme l'évidence à laquelle on ne pouvait penser. Ombre de vie? Ombre de mort? Quand se dévoile la réponse, il est toujours beaucoup trop tard. Come closer and see. See to the trees. Find the girl while you can.
Come closer and see. Come closer and see into the dark. Just follow your eyes. Come closer and see. Just follow your eyes. Come closer and see. Come closer and see. See into the trees. Find the girl while you can. Come closer and see. See into the dark. Just follow your eyes. Just follow your eyes. Come closer and see. See into the tree. Find the girl while you can. L'Épange, Mortagne, Féy, l'Aveline du Houx, Décimon, Archette. Ces villages n'ont pas seulement en commun la région des Vosges, les bois, les forêts ou encore les familles. En effet, de 1977 à 1984, ces villages, simplement séparés de quelques kilomètres, ont eu pour point commun les meurtres. Des meurtres particulièrement horribles et sanguinaires, et ayant tous un point commun, les bois entourant ces villages. Si le 16 octobre 1984, l'assassinat du petit Grégory allait retentir dans la France entière, attirer tous les regards sur cette région et monopoliser les médias, qui se souvient aujourd'hui d'Evelyne Riva, d'Antoinette et de Roger Ballan, des époux Petit Nicolas et de bien d'autres? Aujourd'hui, ces meurtres qui ont terrifié la région restent non seulement non élucidés, mais pire encore, les victimes ont été oubliées. Antoinette et Roger, Féy, 1977, dans les Vosges. Nous sommes le 7 avril 1977 à Bruyères dans les Vosges. Antoinette Ballard, 68 ans, est sur son lit d'hôpital. Dans quelques instants, elle va mourir. Elle va mourir et rejoindre son fils. Elle va mourir des séquelles dues aux horribles sévices qu'elle a subis il y a maintenant 2 mois. Le jeudi 3 février, durant cette descente aux enfers, elle a perdu son fils. Elle a perdu la raison. Elle a commencé à mourir. Elle a commencé à mourir. Elle s'y résigne aujourd'hui. Jamais durant ces derniers mois d'agonie, elle n'aura renoué avec la raison, avec la réalité. Pourtant, durant ces dernières secondes qui la séparent du grand voyage, elle revoit tout. Elle revoit tout, mais sans peur, sans colère, sans tristesse. Elle revoit tout comme avant de refermer le livre. Jeudi 3 février 1977, Féy. La soirée vient de s'achever pour Antoinette et son fils Roger. Comme chaque soir, Antoinette a accompagné son fils dans sa chambre du premier étage. Elle l'a aidé à se coucher, l'a bordé, puis l'a embrassé. Roger a 38 ans. Il est handicapé. Comme chaque soir, elle est ensuite redescendue au rez-de-chaussée pour mettre la maison en ordre avant de rejoindre son lit.
Dehors, l'obscurité est presque totale. Les brèves apparitions de la lune dans la dérive des nuages éclairent par intermittence l'orée du bois et la forêt. La pluie fine recommence à tomber, s'arrête et reprend à nouveau, comme elle l'a fait durant toute cette journée. Antoinette finit de ranger la vaisselle. Elle passe l'éponge sur la table et se dirige vers le poêle à bois. Elle le garnit d'une dernière bûche avant de commencer sa nuit. Ce soir, quelque chose la tracasse. Même devant le film, un peu plus tôt dans la soirée, elle n'a pas pu bien se détendre. Elle n'a pas réussi à se débarrasser de ce ressenti bizarre, de cette petite anxiété qui l'a accompagnée tout au long de la journée. Elle s'assoit devant le poêle, approche ses mains du foyer et essaie par la chaleur d'oublier ce sentiment. À quelques mètres de chez elle, il y a la lisière du bois. À chaque apparition de la lune, on discerne les sapins et leur ombre. Elles oscillent dans le même sens, au rythme d'un vent léger. Elles bougent toutes ensemble et reviennent prendre leur place. Comme dans toutes les nuits d'hiver, le silence est presque total. Puis apparaissent d'autres ombres, plus petites, plus furtives. Elles aussi se déplacent en groupe, mais se déplacent rapidement. Elles font toutes le même trajet. Elles se dirigent vers la maison. Antoinette se redresse et se dirige vers sa chambre. Elle est maintenant réchauffée. Elle va tenter de s'endormir, mais le calme est alors rompu. Antoinette reste figée. On a tapé à la porte. Qui peut venir à cette heure? L'angoisse semble la gagner. Mais Antoinette se ressaisit. Seul un voisin dans le besoin peut venir à cette heure. Elle se dirige alors vers la porte, tire le loquet et entr'ouvre. Le choc est soudain, brutal. Une main lui en serre la bouche. Elle est gantée. Le visage, il n'y en a pas, ou plutôt, il est masqué. Sans enlever la main de sa bouche, l'individu la fait reculer. Puis l'entoure de son autre bras et la décolle du sol et la transporte vers le salon. D'autres individus s'engouffrent derrière lui. Combien? Elle ne peut pas dire. Peut-être 2, peut-être 3. Elle est maintenant pétrifiée. Pourtant, dans un réflexe de survie, elle tente de se dégager. Elle s'agite comme elle peut, tente d'échapper à ses bras. Mais les forces sont inégales, et Antoinette n'a plus 20 ans. L'individu qui la tient la maintient maintenant à terre. Où est le magot, la vieille? T'as intérêt à répondre, ou tu vas passer un mauvais quart d'heure. C'est donc ça, se dit Antoinette. Ces ordures veulent l'argent que j'ai mis toute une vie à économiser. Ils ne l'auront pas. Antoinette fusille son agresseur du regard. Ce dernier se tourne alors vers ses complices, celui qu'Antoinette peut voir debout devant elle. Et il lui dit « Vas-y ». L'homme s'accroupit lentement à côté d'Antoinette et sort un couteau de chasse. Sa lame est impressionnante. Elle brille et semble affûtée. De ce second assaillant, Antoinette ne voit que les yeux cruels d'un assassin.
Antoinette respire comme elle peut. La main de celui qui semble être le chef lui en serre toujours la bouche. Envahie par la terreur, elle se met à pleurer. Ce n'est pas qu'elle a peur de souffrir, ou même de mourir, mais elle vient d'y penser. En haut, il y a Roger. Faites qu'il ne se réveille pas. Faites qu'il ne le trouve pas. Coincée entre terreur et folie, elle ne voit pas le geste qui vient de provoquer la douleur. La lame vient d'entamer son flanc et d'en détacher un bout de chair. La douleur est abominable, au-delà de tout ce qu'elle a pu connaître. Le peu de force qui lui reste se consume dans le cri qu'elle pousse. Malgré la main qui enserre sa bouche, le bruit emplit la maison. Et pourtant, du bruit, elle n'en voulait pas. Car en haut, il y a Roger. Il ne doit pas se réveiller. Maman, la voix vient du premier étage. L'individu au couteau ainsi que celui qui la tient tournent la tête en même temps. Il est trop tard. Celui qui semble être le chef fait un signe de la tête vers un endroit de la pièce qu'Antoinette ne peut voir. Elle entend alors des pas rapides emprunter l'escalier vers la chambre, l'escalier vers Roger. Ce qui s'ensuit est très rapide. Roger hurle de terreur et ensuite appelle sa mère. Puis il hurle de douleur et l'appelle à nouveau. Puis les cris et les appels forment une seule complainte. Puis la complainte disparaît et le silence revient. Roger est mort. Elle le sait. Une mère sait ces choses-là. Antoinette rompt le silence par un hurlement inhumain. Il y a l'horreur, le désespoir et la colère dans ce cri. Dis-nous où est le magot, où tu auras le même sort, la vieille. Et le couteau reprend sa besogne. Il sait exactement où frapper. Il sait quelle partie meurtrir. Il sait quelle chair déchirer pour provoquer la douleur, sans pour autant engendrer la mort. Antoinette baigne dans son sang, son urine, ses excréments, ses pensées s'entrechoquent et se mêlent pour ne former qu'une seule certitude entre la douleur et Roger, entre tristesse et terreur. Elle sait qu'elle est en enfer. Elle sait qu'ils vont la tuer. Elle ne sait pas si elle parle ou si c'est une voix dans sa tête. Elle ne sait pas si elle crie ou si elle est en train d'essayer. Mais les monstres continuent leur tâche, insensibles à son cauchemar. Puis sa conscience l'abandonne et la lumière s'estompe. L'image de Roger dans sa tête. Elle abdique et s'évanouit. Antoinette et son fils seront découverts 2 jours plus tard. Son fils mort dans sa chambre à moitié nu sur son lit, éventré. Antoinette agonisante et baignant dans son sang. Elle ne retrouvera jamais la raison. Les deux ont été torturés, écorchés et mutilés. Nous sommes le 7 avril 1977, à l'hôpital de Bruyères, 2 mois après le cauchemar. Antoinette s'apprête à mourir. Elle a maintenant tout revu.
Elle est prête à s'en aller. Antoinette referme le livre de sa vie passée, et s'en va rejoindre son fils. Évelyne. Vendredi 26 mai 1978. 22h. Forêt de Tanière, dans les Vosges. L'Ascension. Évelyne regarde au-dessous d'elle. Au-dessous d'elle, il y a un homme. Il est à genoux, sur le sol, avachi sur lui-même, fébrile, tremblant. Il est en sueur et hagard. C'est un homme, certes, mais il représente aussi tout ce qu'il y a de plus abject au sein de ses semblables. Il le sait. Il se maudit. Il se vomit. Il n'y a rien d'autre qu'un monstre. Un déchet de l'espèce humaine, un brouillon d'homme, un meurtrier. Devant lui, il y a une jeune fille. Elle est allongée sur le dos. Son visage est tuméfié, son corps martyrisé. Son âme vient de la quitter. Évelyne se reconnaît. Cette jeune fille sur le sol, c'est elle pendant 19 ans. Elle a revu toute sa vie, son fiancé, ses amis, ses parents, tous ceux qu'elle vient de quitter et qu'elle reverra ailleurs et plus tard. Tous ceux qu'elle s'apprête à revoir dans cet ailleurs et pour toujours. Évelyne n'est plus en colère, elle n'est plus triste non plus, elle n'est plus en souffrance, elle n'est plus en enfer. Elle se sent plutôt envahie par une sensation inconnue de plénitude, d'apaisement, d'harmonie avec le tout. Alors Évelyne s'éloigne et continue son ascension. L'image au-dessous se dissout, la sensation s'intensifie. Il est presque 22 heures. Évelyne n'est plus. Elle est ailleurs et pour toujours. « 21h30. Une demi-heure avant l'ascension. Aux mains du diable. Les coups portés à son visage sont terribles. Au-delà de la douleur indescriptible, à chaque nouvel impact, Évelyne sent sa conscience l'abandonner. À chaque nouvel impact, ses dents se brisent, ses os se fissurent, sa bouche, qui se remplit de sang, l'empêche maintenant de respirer. Le monstre la frappe sans relâche. La brûlure de la terreur qui inonde dorénavant son ventre détruit ce qui lui reste de force. Elle est à demi inconsciente. Les coups sur son visage semblent cesser quelques secondes. Mais c'est un autre enfer qui commence. Ça y est, il la viole. Comme une créature qui ne saurait faire que le mal, il se déchaîne sur elle. Mais le monstre n'en a pas assez. Sa cruauté est indescriptible. Il en veut plus. À l'aide d'une cigarette, il commence à la brûler. Et il la frappe à nouveau. Il la viole, il la brûle et la frappe à nouveau. Évelyne
n'est plus que l'objet des pires pulsions de ce monstre. Ses pensées fusent à une telle vitesse qu'ils ne sont plus que des flashs. Tantôt l'image de ses parents, tantôt l'image de ses amis, tantôt l'ombre d'un espoir, celui de se réveiller. Tantôt le visage du monstre, un être qui n'a plus rien d'humain, des yeux qui n'ont plus rien d'amicaux, un visage qui n'est plus familier, un rictus proche de celui d'une bête. Je croyais connaître ses yeux, ce visage et cette voix. Est-ce le diable en personne? Est-il en train de me violer, de me battre, de me torturer? Vais-je finir par en sortir? Evelyne n'arrive même plus à définir ce qu'il se passe. Alors Evelyne se débat. Elle veut partir ou se réveiller. Elle veut sortir du cauchemar, d'une façon ou d'une autre. Mais la douleur est abominable et les blessures irréversibles. Ses forces la quittent peu à peu, emportant avec elle l'idée même de survivre. Les pensées s'accélèrent encore. Les flashs n'en forment plus qu'un seul. L'évidence reprend sa place et la réalité s'impose. Je ne peux plus rien y faire. Je ne peux plus résister. Je dois maintenant dire adieu. Il va me tuer. Il me tue. 21h15, 45 minutes avant l'ascension. La transformation. Son regard vient de se transformer. Les traits de son visage ont changé. Entre ses yeux et son visage, c'est le masque d'un démon. En une fraction de seconde, Evelyne peut voir dans ce regard ce qui l'attend. Dans un réflexe désespéré, elle parvient à ouvrir la portière et à s'éjecter de la voiture. Là, elle court tout droit dans la forêt, tout droit dans le noir, tout droit sans réfléchir à une quelconque direction. Elle veut juste s'éloigner au maximum de ce regard et du destin qu'il promet. Derrière elle, il l'appelle. Il l'appelle et il court aussi. Evelyne court de plus belle. Ses tempes vont faire exploser sa tête. Son ventre semble se remplir d'acide. Les branches lui fouettent le visage, les racines lui tendent des pièges, les ronces la déchirent au passage. La voix de l'homme se rapproche. Ce n'est plus la même. Il n'est plus celle qui lui a parlé durant tout le voyage. Celle-là est rauque, terrifiante. Il l'appelle et lui promet des horreurs. Evelyne perd une chaussure. Elle ralentit et se débarrasse de l'autre. Mieux vaut se déchirer les pieds que de boiter en courant. La voix se rapproche encore. Elle n'émet plus aucun mot, mais ce qui ressemble être des râles. Evelyne se sent décollée du sol. Des bras ont emprisonné ses jambes. Ce n'est plus lui, c'est une bête. La bête lui saute dessus. Evelyne crie et supplie. La bête agrippe son pantalon et tente de lui arracher. Par un effort surhumain, Evelyne parvient à se dégager et à reprendre sa course. Peu importe la direction. Evelyne court dans la nuit. Elle est maintenant à moitié nue. Elle crie, elle pleure. Elle fuit, désorientée. Ce qui semble plaire à la bête, à ce monstre psychopathe. Il la rattrape encore une fois et arrache ses sous-vêtements. Une fois encore, elle en réchappe et elle court à nouveau pour sa vie. Mais Evelyne est épuisée. Elle s'affaiblit, titube. Elle ne sait plus où elle en est. Mais la bête fonce sur elle. Evelyne tombe sur le dos et le monstre commence à taper.
20h15. 1h45 avant l'ascension. Le pressentiment. Le trajet commence bien. On parle de la coïncidence, du hasard qui fait bien les choses. On en rit, on en plaisante. Comment ne pas penser autrement ? Quelqu'un que l'on a déjà vu et qui vient de la même région et qui en plus y retourne. Pour une première fois, en stop, c'est une aubaine inespérée. On en reparle, on en plaisante et on en rit à nouveau. Puis on évoque la région, les anecdotes de village, les on-dit et les rumeurs. Evelyne parle de son travail, de son fiancé, de ses amis. Il lui répond des banalités sur lui, son métier, sa famille. Surtout, ne pas réveiller les soupçons, même s'il y pense depuis le début. Elle est bien jolie, la petite. Elle a appelé ses parents, mais personne ne lui a répondu. Personne ne sait où elle se trouve. Personne ne l'a vue monter non plus. Les banalités continuent jusqu'au niveau d'un embranchement. Un embranchement, si c'est chez elle qu'il la ramène. Mais il ne bifurque pas. Evelyne lui demande alors la raison de ce détour. Il répond évasivement. Et un silence s'installe. Un silence qui ne dure pas, mais assez pour que l'ambiance change. Evelyne a la bouche sèche. Un pressentiment l'envahit. Cet homme ne lui veut pas du bien. Sentant s'installer la méfiance, il reprend la conversation. Il reconnaît son erreur, due sans doute à l'inattention. Il la rassure, en lui disant qu'il coupera par la forêt. Evelyne joue le jeu. Elle ne veut pas montrer qu'elle a peur. Elle est bientôt arrivée. Elle se fait peut-être des idées. Ils viennent de sortir d'Archette. Ils entrent dans la forêt. Seulement voilà, il ralentit. Evelyne le regarde. Il prend soudain un sentier à gauche, stoppe la voiture, coupe le moteur. Evelyne sent monter la peur. Elle le questionne du regard. Aucun son ne sort de sa bouche. Il tente de la rassurer, mais lui fait aussi des avances. Avances qu'elle repousse en expliquant sa situation. Elle s'efforce de lui répondre en gardant un ton amical. Elle se force à sourire pour faire descendre la tension. Elle minimise l'incident, évoque le malentendu, essaye même d'en rire. Mais voilà, il y a ce regard. Il y a son regard. « 20h, 2 heures avant l'ascension. L'âme du diable. » Evelyne a raté son train, ou plutôt, elle n'a pas pris le bon départ, et ainsi n'a pas pu attraper sa correspondance. Correspondance qui l'aurait amenée vers sa famille, vers ses amis, comme tous les autres week-ends. Elle préfère en plaisanter. Après tout, c'est la première fois qu'elle fait ce trajet en train. Elle a bien droit à une erreur. D'habitude, pour chaque week-end, c'est un ami de la région, travaillant lui aussi à Mulhouse, qui l'accompagne chez ses parents. Cette fois-ci, il ne pouvait pas. Voilà pourquoi elle a pris le train. Autant d'aventures racontées une fois ses amis retrouvés. Seulement, la situation commence à se compliquer. La correspondance ratée ayant été la dernière, qui pouvait la ramener chez elle, il n'y a plus guère que l'autostop qui puisse la mener à bon port. Evelyne n'est pas une habituée de ce genre de situation. C'est une jeune fille responsable d'un naturel organisé, n'affectionnant ni l'imprévu, ni les situations hasardeuses. Mais ce soir, Evelyne est coincée. Qu'a-t-elle comme solution ? Peut-être repartir à Mulhouse ? Ou trouver une âme charitable allant dans la même direction ? Evelyne est dans le café de la gare. Il est bientôt 20h.
et elle est toujours à Belfort. Elle parle à un cafetier, lui explique sa situation, se renseigne auprès des clients. Evelyne a besoin de conseils. Elle téléphone à ses parents. Mais ses parents ne sont pas là. Evelyne se pose des questions. Elle qui est si bien organisée, depuis qu'elle s'est décidée pour le train, rien ne semble fonctionner. Elle sort. La suite de cette histoire, maintenant, vous la connaissez. Evelyne cherchait une âme charitable. Elle a trouvé l'âme du diable. Sans doute, le corps enveloppant cette âme était celui d'une connaissance, d'une personne de confiance, d'un client habitant la région. Toujours est-il qu'en montant dans cette voiture, la jeune Evelyne Riva fut embarquée pour un voyage dont elle ne reviendra jamais. See the storm set in your eyes, see the thorn twist in your side, and I wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on the bed of nails she makes me wait, and I wait without you, without you, without you, without you, without you. Les époux Petit Nicolas. Mortagne, 1er septembre 1983. 1h du matin. Madame Petit Nicolas est seule au milieu de la rue, seule au milieu de la nuit. Elle crie, elle appelle à l'aide, elle pleure. La terreur est dans son visage. Elle tremble, elle est souillée, son visage ensanglanté. Madame Valence, une voisine alertée par les cris, sort de chez elle et accourt. Pour Madame Petit Nicolas, c'est la fin du cauchemar. Elle ne s'en remettra jamais. Mais revenons 2 heures en arrière.
Nous sommes aux environs de 22h50, à la lisière du bois qui longe l'arrière de la maison, et on distingue 3 ombres. Elles sont humaines, d'apparence, mais leur projet l'est beaucoup moins. Immobiles, les ombres étudient les lieux, les points d'entrée et les points de sortie, et l'arrivée des câbles électriques. La nuit est profonde et paisible, si ce n'est cette présence. 22h55. À l'intérieur de cette ancienne ferme retapée, Monsieur et Madame Petit-Nicolas sont devant leur téléviseur. Le poêle à bois est bien garni, et c'est la fin d'une belle journée. À 23h, 2 ombres sont debout, collées contre le mur de la bâtisse. La 3e est accroupie, elle tient une pince à la main. La main s'approche du câble. Les mâchoires de la pince se referment. Le clic est presque imperceptible. À l'intérieur de la maison, le couple sursaute. Mais Monsieur Petit-Nicolas rassure son épouse. Ça doit venir des plombs. Je vais jeter un œil. Aidé par la lueur émise par le poêle à bois, Monsieur Petit-Nicolas se déplace lentement. Il se dirige vers l'entrée, là où se trouve le compteur. Soudain, le bruit de la vitre qui se brise l'arrête net. Sa femme sursaute à nouveau. « Pierre, qu'est-ce que c'est ?» La question reste en suspens. Le sol vient de trembler, comme si un objet d'un poids considérable venait de tomber sur le sol. Puis le silence. Monsieur Petit-Nicolas a la bouche sèche. Sa femme reste figée dans son fauteuil. Elle a le souffle court. Elle n'arrive plus à parler. Monsieur Petit-Nicolas se dirige alors lentement et à tâtons vers l'endroit d'où semble venir le bruit. Il parvient à l'entrée de la cuisine. Le coup qu'il reçoit à l'estomac lui coupe le souffle et le fait tomber à genoux. Sa femme alors se met à crier. « Ferme-la !» La voix qui vient de crier, cet ordre appartient à l'une des ombres. « Qu'est-ce que vous voulez ?» crie l'épouse. Elle reçoit la même injonction comme seule réponse. En même temps, elle est soudain éblouie par une torche qui s'allume. Elle ne discerne rien, si ce n'est le faisceau qui l'aveugle. Pierre Petit-Nicolas est toujours à genoux, bouche ouverte. Il ne parvient pas à reprendre son souffle. La main de celui qui a parlé l'attrape alors par les cheveux et le traîne à quelques mètres pour le jeter au milieu du salon. Pierre Petit-Nicolas s'affale et reçoit un coup de pied dans les côtes. Malgré l'absence de souffle, la douleur est si grande qu'il parvient quand même à crier. Sa femme crie à son tour. Le faisceau lumineux qui l'éblouit se rapproche. Le choc est si soudain qu'en tombant sur le sol, elle n'émet aucun son. La gifle qu'elle vient de recevoir lui a ouvert les lèvres et projeté hors du fauteuil. « Ferme-la et dis-nous plutôt où vous avez planqué le pognon si vous voulez vivre. » « Nous n'avons rien. » C'est la voix de Pierre Nicolas. Il a repris son souffle. « Nous n'avons rien. Laissez-nous. Ne lui faites pas de mal. » Sitôt la phrase terminée, c'est une pluie de coups qui s'abat sur lui. Il crie, il tente d'éviter les coups. Madame Petit-Nicolas devient hystérique. « Emmène-la ailleurs et attache-le. » C'est toujours la même voix qui parle. Madame Petit-Nicolas décèle un fort accent étranger. Mais lequel ? Celui qui tient la torche et qui l'éblouit l'attrape alors par les cheveux et la traîne vers la première pièce qu'il repère. Là, il la plaque au sol, sur le ventre, et s'agenouille sur son dos.
lui maintenant le visage contre terre. « Il y a des draps ici? Prenez-les pour attacher les autres. » Celui qui a un fort accent reste près de sa victime et fait un signe de tête à la troisième ombre. Cette dernière se dirige vers la pièce où se trouve madame, et il en revient avec des draps. Il les déchire immédiatement et en fait des liens de fortune. Pierre Petit-Nicolas est maintenant ligoté, face tournée contre terre. Celui au fort accent est debout, tout près de lui. Il abat alors son pied sur la cheville de Pierre Petit-Nicolas et la casse net. La douleur est effroyable. Pierre pousse un hurlement. Sa femme tente de l'appeler, mais le visage écrasé au sol, elle n'arrive à émettre aucun son. « Dis-nous où tu l'as planqué. On sait qui tu es, salaud. » Une seconde torche s'allume. La troisième ombre entreprend alors une fouille. Les tiroirs sont ouverts, vidés de leur contenu. Les placards débarrassés de tout ce qu'ils contiennent. Les coussins déchirés, les meubles déplacés. Mais dis-nous où tu l'as planqué. Celui au fort accent applique alors une clé de bras à Monsieur Petit-Nicolas. Et le bras cède. La douleur est si fulgurante que Pierre vomit. Cherche encore. La seconde torche se remet en mouvement. Tout y passe, jusque derrière le poêle à bois. Là, celui qui a un fort accent tourne la tête en direction de son complice. Ce dernier dirige sa torche vers un petit meuble en évidence. C'est un coffre-fort, tellement évident et apparent qu'il n'avait pas fait attention. « Tu nous as dit que tu n'avais pas l'argent, et tu as un coffre. Tu nous prends pour des idiots. » La pluie de coups recommence. Celui au fort accent se déchaîne. Il semble savoir exactement où frapper pour faire mal, mais sans tuer. Pierre Petit-Nicolas est en sang. Son épouse, qui ne peut suivre la scène que par les bruits horribles qu'elle entend, ne peut hurler qu'en silence, le visage écrasé au sol. « Donne la combinaison. Donne la combinaison ou on vous tue tous les deux. » Pierre Petit-Nicolas tente de prononcer des mots, mais ce ne sont que des râles ensanglantés qui sortent de sa bouche. Celui au fort accent s'énerve. Il le frappe, le secoue et le frappe à nouveau. Donne la combinaison. Mais il semble qu'il y ait eu un coup de trop. Pierre Petit-Nicolas ne bouge plus. Depuis une dizaine de minutes, son épouse ne cesse de gigoter et de tenter de crier. Surpris par le silence soudain, celui qui la tient relâche un peu son emprise. Madame Petit-Nicolas tousse et râle et tente de dire quelque chose. Après un effort désespéré, une phrase sort de sa bouche. Ce n'est pas une combinaison, c'est une clé. Par pitié, je vous donne la clé. Mais ne le frappez plus. Celui qui a un fort accent jette un regard entendu à son complice le plus proche. À ce stade, il ne faut surtout pas qu'elle se doute que son mari est peut-être mort. Elle est où la clé ? D'une voix hachée par les quintes de toux, Madame Petit-Nicolas indique son emplacement. Le tiroir en dessous de la télé. C'est la seule clé qui s'y trouve. Celui qui a un fort accent et son complice s'en emparent. Ils se dirigent vers le coffre à la lueur de leurs torches.
l'ouvre et se regarde en souriant. On ne leur avait pas menti. Du sol de la chambre où elle se trouve, et écrasée par l'une des ombres, Madame Petit-Nicolas discerne les bruits, mais ne voit rien. « Kiki !» La voix au fort accent a parlé. Celui qui la tient prisonnière desserre alors son enceinte. « Toi, tu ne bouges pas de là. » Madame Petit-Nicolas obéit. Combien de temps elle reste là sans bouger? Elle ne s'en souviendra jamais. Le silence est revenu. Madame Petit-Nicolas se redresse, doucement, sans faire de bruit. Elle se dirige lentement vers le salon, attentive au moindre bruit. Mais des bruits, il n'y en a plus. Là, dans le salon, ses yeux s'habituent à la pénombre et à la faible lueur du poêle. À ses pieds, dans une position grotesque, défigurée par les coups et dans une mare de sang, elle regarde celui avec qui elle vient de partager 35 ans de sa vie. Son Pierre, à elle, son poète. Elle se jette sur lui, l'appelle, le supplie. Elle pleure et l'appelle à nouveau, mais rien n'y fait. Madame Petit-Nicolas se dirige vers la porte, l'ouvre et sort de chez elle. Elle est maintenant au milieu de la rue. Elle est maintenant au milieu de la nuit. Une nuit qui ne finira pas. Le jour ne se lèvera plus. Et elle sera internée en attendant de rejoindre un jour son poète. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and for you. And I think to myself, what a wonderful life. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and for you. And I think to myself, what a wonderful life. What a wonderful life. 1977. Féi. Antoinette et Roger Balland. 1978. Décimon. Ernestine Pellegrin. 1978. Forêt de Tanière. Evelyne Riva. 1983. Laval devant Bruyère. Ginette Haguenauer. 1983. L'Aveline du Houx. Marie-Juliette Desmangeons. 1983. Mortagne. Pierre Petit-Nicolas. 4 années d'horreur pour une si petite zone. Quoi qu'il en soit, que le mal soit venu de la lisière des bois ou du fin fond de la forêt, une chose est sûre. Durant ces 4 années, ce territoire, le diable avait fait sien.
Mais il n'allait pas s'arrêter là, mais simplement se déplacer pas loin de là, vers la ville et ses péchés. Là-bas, le mal avait pris rendez-vous avec les filles d'Épinal. Mais ça, c'est une autre histoire.